Et on ne met pas de prisonnier d'opinion. Quelqu'un qui se lève, qui veut exploser Jacquesville. Mettre un tiers de la Côte d'Ivoire au moins dans le noir. Vous me parlez d'opinion? Mais quand on part sur ce précepte-là, quand on part sur ce principe-là, on force le débat. On doit tous se réunir unanimement et condamner des gens qui le font. On ne doit pas trouver d'excuses à des gens qui tuent un officier de gendarmerie qui a laissé sa famille, qui est allé au travail. Et on veut me parler des prisonniers d'opinion. Donc, il faut aussi ramener à tout le monde. Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Tension sur le plateau d'NCI 360, le décor était planté, juristes, sociologues et analystes politiques étaient réunis pour parler de l'histoire, de la Constitution, et bien sûr, de la prestation de serment du 8 décembre. Les chroniqueurs se sont penchés sur la prestation de serment avec une ferveur quasi religieuse, accrochez-vous car après la théorie républicaine, voici la réalité politique brute, et clairement plus croustillante. C'est parti. Le président Ouattara aujourd'hui, il a l'occasion de pouvoir réussir ce passage de relais au sein du RHDP. Parce que s'il ne le réussit pas, c'est clair que ce RHDP qu'on voit aujourd'hui puisse malheureusement voler en éclats. C'est un vrai défi pour lui. Il faut qu'il réussisse à faire ça au sein du RHDP. Et puis, qu'il fasse tout pour qu'on ne retrouve pas encore la Côte d'Ivoire en 2030 avec les mêmes problèmes qu'on a toujours traîné. Vous avez dit tout à l'heure, les gens se rencontrent, mais toujours quand on a l'approche des élections, on a l'impression que les mauvais démons reviennent. C'est parce qu'effectivement, il y a un problème de fond qu'on n'a pas encore pu gérer. Si on réussit à gérer ce problème de fond-là, on pourra vraiment aller en 2030. C'est quoi le problème de fond, s'il vous plaît? Les partis politiques d'opposition parlent souvent de la liste électorale. Ils parlent de la CEI. Ils parlent souvent de leurs candidats qui ne sont pas et qui sont écartés, c'est le mot qu'ils utilisent. Au plan juridique, souvent, il y a des interpellations, ils trouvent que la justice n'est pas équitable. Vous voyez, il y a tout un chapelet d'éléments. Et puis, pour répondre à tu, parce que je le vois très chaud, il connaît très bien les éléments du langage des opposants. Ce n'est pas moi qui suis le représentant des opposants ici, il le sait. Surtout l'opposition. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Parce que c'est bien beau de dire que oui, le président de la République doit faire ça, le président de la République doit faire ça, le président de la République doit faire ça. Mais il faut aussi que l'opposition joue sa part. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a une opposition qui ne joue pas franc jeu. On a une opposition qui préfère se mettre en dehors du jeu républicain. On a une opposition qui préfère s'adonner à des actes de sabotage, à des actes terroristes. Je répète, à des actes terroristes. Il y a un certain porte-parole d'un parti de l'opposition qui m'a indexé directement, mais je veux lui dire que oui, les actes que ces militants ont posés sont des actes terroristes. Lorsqu'on planifie l'explosion d'une usine à gaz avec les conséquences qu'on connaît, oui, c'est un acte terroriste. Lorsqu'on va planifier à Yopougon de brûler des bus, l'objectif c'est de créer la terreur. Terroriste vient du mot terreur. Lorsqu'on a l'idée de s'aimer la terreur, de créer la terreur, oui, ceux qui le font sont qualifiés de terroristes. Donc, je l'attendais sur le plan des idées. Malheureusement, il est allé sur le plan des attaques personnelles. Bon, d'accord. Mais je pense qu'on aura l'occasion de faire le débat. Et ici, je ne vais pas lui répondre parce que il est un ami. Revenez aux enjeux politiques de nouveau. Ok, d'accord. Je ne sais pas de qui vous parlez, la personne n'est pas sur ce plateau. D'accord. Je voudrais aussi dire qu'ils ont parlé de succession au RHDP. Au RHDP, calmez-vous. On n'a pas de problème de succession au RHDP. Moi, je pense que... Non, je pense que ce n'est pas un enjeu, ce n'est pas un enjeu pour le prochain quinquennat. Donc, ne dites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Très bien. Arthur Banga? Ali, moi, je suis d'accord qu'il y ait une réflexion. Je suis d'accord que le premier responsable qui doit garantir la réconciliation, la cohésion, je suis d'accord, moi je pense qu'on est plus sur la question de cohésion, c'est le président de la République. Mais on ne peut pas lui conserver cette exclusivité-là. Il a la responsabilité, mais il n'a pas l'exclusivité. Qu'on ait une réflexion sur les élections, sur comment on fait pour avoir des élections beaucoup plus apaisées, c'est normal. Personne ne peut aujourd'hui dire qu'il a 200% satisfait des élections en Côte d'Ivoire. Parce que, quoi qu'on dise, il y a toujours des turbulences et cela. C'est peut-être la responsabilité du président de la République d'ouvrir le débat. Mais justement, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège du débat politique consacré uniquement par les partis politiques. Moi, justement, je veux qu'on sorte de cela. Bien sûr, les partis politiques font partie de l'activité citoyenne. Ils ont une place importante. On doit avoir ce débat, mais on doit aussi avoir un vrai débat communautaire. Un vrai débat qui sort justement des partis politiques, dans lequel les citoyens se retrouvent. Pendant une période pour que chacun dise ce qu'il pense de ce pays, que chacun dise ce qu'il pense des élections de façon constructive, que surtout, au-delà de la plainte systématique et souvent de mauvaise foi, parce que, Gaël, quand on lit tous, j'ai pas envie il y a des choses que j'ai envie de dépasser, mais vous devez arriver là-dessus.
quand on dit tous que l'article 48 du Code de nationalité de la Côte d'Ivoire, comme nous tous on le lit, on sait très bien que c'est l'élimine M. Thiam. Mais tout le monde le sait. Mais pourquoi se victimiser quand on sait tous la vérité? Il y a aussi ça. Donc ça, c'est pas la faute de Alassane Ouattara. Si quelqu'un s'est naturalisé quand il avait 25 ans, c'est pas Alassane Ouattara qui l'a naturalisé. Et qu'il a attendu jusqu'en 2025 là, pour renoncer à sa nationalité. C'est pas la faute de Alassane Ouattara, c'est la faute à lui-même. Donc il faut qu'on ait cette responsabilité aussi de remettre chacun face à ses responsabilités. C'est pour ça justement qu'il faut sortir de l'engrenage du dialogue politique pour repartir vers un dialogue communautaire, vers un dialogue ouvert. Tu as parlé de cohésion, de construction de l'altérité. Tu vois là, quand je parlais de mon village de Bako, où en pays Ani, les propriétaires terrains sont, comment on appelle ça, Ati, Baoulé et Malinké. C'est ça qu'on doit revoir en Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est la responsabilité du chef de l'État. Et je pense que dans son programme, il faut lire le pilier 1, il en a parlé, et renforcer le rôle des médiateurs, renforcer le rôle des chefs traditionnels et de trucs. Mais moi, je pense qu'il faut un vrai débat qui parle de cela. Deuxième chose que vous avez dite, sur la sécurité en Côte d'Ivoire. Bien sûr, on le réussit, mais il faut rester vigilant. Mais cette sécurité en Côte d'Ivoire aussi doit aller au-delà de la responsabilité du président et toucher tout le monde. Je suis d'accord avec mon frère Djelou. Quand vous êtes fâché, je peux comprendre qu'on soit contre quelque chose, mais de là à vouloir faire exploser une usine de gaz et on ne met pas de prisonnier d'opinion, quelqu'un qui se lève, qui veut exploser Jacquesville, mettre un tiers de la Côte d'Ivoire au moins dans le noir. Vous me parlez d'opinion? Mais quand on part sur ce précepte-là, quand on part sur ce principe-là, on force le débat. On doit tous se réunir unanimement et condamner des gens qui le font. On ne doit pas trouver d'excuses à des gens qui tuent un officier de gendarmerie qui a laissé sa famille, qui est allé au travail. Et on veut me parler des prisonniers d'opinion. Donc, il faut aussi ramener à tout le monde. Je vais 2016, au moins, ça parle de l'après-Ouattara et de la transition, la transmission et transition générationnelle. Depuis 2016, ça fait 9 ans et le président Ouattara est encore là. Mais en même temps, il en a été toujours conscient. Personne ne peut parier, jurer ici, sauf des devins qui lisent dans les pensées, que le président Ouattara, en 2010-11, n'était pas sincère ou bien pensait qu'encore aujourd'hui, en 2025, il serait en train de faire un autre mandat, en train de prêter serment. Donc, on peut avoir des inquiétudes pour l'avenir, pour le RHDP, tout comme pour l'État, au niveau de la continuité de l'État, mais on a une constitution qu'il faut appliquer. Le RHDP même a des tests qu'il faut appliquer lorsque des situations se présentent. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être beaucoup trop inquiet et d'insister sur l'après, alors que nous avons des tests, nous avons des hommes. 1. 2. Moi, je dis oui, le président de la République doit faire des efforts. Mais vous avez vu, au mois de juillet, avant qu'il annonce qu'il est candidat, on a appris, on était informé, le président Alassane Ouattara a appelé le président Laurent Gbagbo. Moi, je veux savoir si, parmi les leaders politiques, en dehors de la relation forte qui avait recommencé avant son décès, le président Bédié et le président Ouattara, je ne sais pas si le président Bédié était traité autrement, je veux savoir combien sont les leaders politiques d'envergure qui ont tenté de parler au président Ouattara, qui ont tenté de le rencontrer en dehors des courriers des partis politiques. Croyez-vous que le président Gbagbo, ancien président de la République, s'il demande à parler au président Ouattara, s'il demande à rencontrer le président Ouattara va refuser de le voir? Non. Les acteurs aussi peuvent être dans des postures politiques. Il n'a rien à faire, le président Ouattara, il n'a pas à demander à le voir, qu'il discute avec le PPAC, qu'ils aillent en dialogue. Lorsque l'on est dans ces postures-là, on ne peut rien obtenir aussi souvent. Parce que quand vous vous rencontrez, vous êtes obligé de vous parler, vous êtes obligé de discuter 30 minutes, 1 heure. Quelque chose peut aboutir, ça peut donner lieu à quelque chose, peut-être. Certains acteurs n'ont même pas envie de s'engager dans ça. Ils préfèrent envoyer des seconds couteaux, des lieutenants, ils écrivent au Premier ministre. Bon, d'accord, ça me rappelle quelque chose une fois. Paix à son âme. Lorsque le président Gbagbo, depuis Bruxelles, avait appelé Ahmed Bakayoko, quelle a été sa réaction? D'accord, je suis le Premier ministre, mais il est ancien président Alassane Ouattara et président de la République. Qu'il appelle le président Ouattara? Ils sont de la même génération, ils se connaissent. Pourquoi moi, il m'appelle? Voici la question. Oui, le PPACI peut écrire au Premier ministre, mais le président Gbagbo peut appeler son frère, le président de la République. Ils se parlent, ils peuvent se parler. Des choses peuvent être réglées. Le président Afin N'Guessan aussi le peut. Guillaume Soro, vous avez dit, il est en exil, vous ne savez pas s'il viendra. Mais s'il veut venir à l'investiture, il appelle, il est invité. Bien sûr, il y a des procédures, mais est-ce qu'il a envie de venir à l'investiture? Est-ce au président de la République de prendre une mesure, de dire non, il faut faire quoi? Une amnistie ou bien il ne sait pas, une grâce pour qu'il vienne à l'investiture? Il faut qu'il ait aussi l'envie de venir, il se parle. En fait, c'est une analyse qui n'est pas forcément fixée sur le RHDP, mais c'est dans tous les partis. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes en train d'en parler. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait ailleurs. Et on a vu les problèmes.
pour ne pas que ça arrive encore de l'autre côté, on dit que ce serait mieux que le président Ouattara gère bien cette affaire pour qu'on ne voit pas ce qu'on a déjà vu ailleurs. Donc quand il nous dit de nous calmer, je ne sais pas pourquoi il nous dit de nous calmer. Ça, Bah, voilà. il a le droit de le dire, c'est son point de vue, c'est son vocabulaire. Bon, nous aussi, on a le droit de nous exprimer là-dessus. Et je pense que s'ils veulent nous contredire, qu'ils nous disent que ce n'est pas pertinent. D'accord, très bien. Et c'est tout ça la beauté du débat. Barthélémy Gogognan. Oui, merci Ali, merci. Vous avez bien posé la question des enjeux politiques par rapport à ce nouveau quinquennat. Je pense que c'est par rapport à ça que nous, analystes ici, on pense que c'est vrai que les partis politiques sont du droit privé, sont des associations du droit privé. Mais malheureusement, leur mauvaise organisation, leur manque d'anticipation, de préparation de ces générations-là, ont un impact sur la population. Si ça ne restait qu'entre eux là-bas, ça ne nous aurait rien dit. Le co-débatteur a bien pris l'exemple sur le PDCI. Parce qu'il n'y a pas eu de la préparation, et finalement, ce problème de succession a eu un impact sur la Côte d'Ivoire. Et donc, par rapport à cet enjeu de ce quinquennat-là, ils sont la sonnette d'alarme pour dire, c'est vrai que la présence sur le RHDP, mais à travers le RHDP, il interpelle tous les partis politiques. Mais comme la question que nous analysons, c'est le quinquennat du président de la République, c'est appelé l'exemple sur le RHDP. Alors quand le docteur Adjelou prend la parole, effectivement, on n'arrive plus à faire le distinguo entre le militant et l'analyste, l'intellectuel. Oui. S'il vous plaît. Oui. Et nous, ça nous dérange parce que quand il est présenté par Ali sur ce plateau, il n'est pas présenté en tant que militant du RHDP, il est présenté en tant que cadre, il est présenté en tant qu'intellectuel, en tant qu'enseignant de droit à l'université. D'accord? En quoi il y a eu des problèmes de succession au PDCI qui ont impacté la nation et au PPACI qui ont impacté la nation? Qu'est-ce que vous reprochez en termes de succession au PDCI? À quel PDCI? Le président Oufoué, le président Bédié? Et quel est le problème de succession au FPI qui vous dérange ou au PPACI qui vous pose problème et pour lequel vous avez des inquiétudes relativement au RHDP? Sans que vous puissiez me traiter d'être avocat du PDCI. Question directe. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous reprochez au PDCI? Quel problème de succession vous pose le PDCI ou le PPACI que vous ne voulez pas que le RHDP reproduise, sans que vous puissiez me traiter d'avocat ou de représentant du PDCI. Question précise. Qui veut se lancer? Vous l'avez tantôt fait pour Dr. Adjelou. Moi, je suis OK pour répondre. Vous savez, ça relève de la question de la démocratie interne au sein des partis politiques. On a déjà fait des débats ici à ce niveau-là. Quand le président Bédié est à la tête du PDCI, il est le père, on va dire le père du PDCI, comme on peut le dire. Le président qui a fait plusieurs années à la tête du PDCI, quand les congrès étaient organisés, on sait comment ça se passait. La plupart de ceux qui étaient candidats, lorsqu'ils n'étaient plus là, n'ont jamais été même en réalité en compétition. Donc, c'est tout à fait clair que d'autres étaient là et puis se voyaient dans la position de l'héritier normal quand d'autres sont venus. Ce que je veux dire, pour être plus précis, c'est qu'après le départ brutal du président Bédié, personne ne s'y attendait au PDCI. Et après, on voit, vous voyez Thiam qui va au Congrès contre Billon. Et puis finalement, ça ne se passe pas bien. Non, je viens. Effectivement, les deux avaient l'ambition, mais ça ne s'est pas bien passé. Parce que Billon avait... C'est un autre débat dans lequel on va s'éloigner finalement de... Est-ce qu'aujourd'hui la cohésion est au sein du PDCI? Il n'y a pas la cohésion. Le problème, c'est parce que le président Bédié a vécu longtemps, il n'a pas organisé de congrès pour mettre quelqu'un à sa place de son vivant. Vous croyez que s'il avait fait le parti, il aurait eu plus de cohésion qu'il n'en a aujourd'hui? Il faut vraiment arrêter de prêter des tâches qui n'existent pas au parti. Les problèmes actuels du PDCI ne sont pas un problème lié à la longévité du président Bédié, ne sont pas un problème de succession par rapport au président Bédié. Je ne suis pas le représentant du PDCI. Il faut arrêter de faire ce procès. Il faut arrêter de faire un mauvais procès au PDCI parce que vous n'avez pas pu argumenter le procès. D'accord. Il n'y a pas d'éléments. Le PDCI reviendra sur ce plateau pour faire le débat, mais il faut arrêter ce faux procès. D'accord. Là, je voudrais dire que, vous allez m'excuser, mes amis, sur ce plateau, mais vous faites preuve de malhonnêteté intellectuelle. Attention, Oui, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, laissez-moi non, je le dis parce que délibérément, je le dis, non, je ne peux pas retirer. Je ne peux pas retirer, oui. Docteur Banga, s'il vous plaît. Mais je ne sais pas c'est quoi le problème en fait. Il y a quelqu'un pour faire la police sur un plateau de télévision. Même quand vous vous sentez blessé, calmez-vous. C'est pour ça que je suis là, docteur Adjelou. Oui. Je comprends... Non, s'il vous plaît. Non, calmez-vous. Je comprends que vous vous soyez senti blessé, mais bon, malhonnêteté intellectuelle... Parce que c'est fait à dessein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais peut-être vous ne maîtrisez pas forcément le dessein des uns et des autres. Non, moi je veux retenir... Moi je veux retenir que nous avons sur cette table des débatteurs qui sont là pour défendre des idées et des positions sans forcément s'agresser.
Donc si vous vous êtes senti agressé par les propos des uns et des autres, vraiment, veuillez les excuser. Je vous sais très discipliné en général sur nos plateaux de télévision. Également, pas du tout méchant dans le vocabulaire. Il y a Donc, des gens qui s'il ne sont vous pas plaît. disciplinés. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Donc, docteur Adjelou, ayant dit cela, je vous prie, s'il vous plaît, d'aller avec un vocabulaire moins virulent. D'accord. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, lorsque nous sommes arrivés dans la salle d'attente, nous étions en train de parler. Et je leur ai dit que moi, je suis militant du RDR depuis 2003-2004. Je leur ai dit ça. Vous demandez à M. Kouré Emmanuel du Patriote. À l'époque, lorsqu'on créait les délégations extérieures du RDR, moi, j'étais représentant du RDR à l'étranger. C'est quelque chose que vous ne savez pas. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Donc, vous ne pouvez pas venir sur ce plateau pour dire que est-ce qu'il est militant ou bien il est invité comme... Non, ça ne me regarde pas. Très bien. Je suis juriste, mais j'ai un parti politique. D'accord. Vous savez tous que j'ai été représentant du candidat, du candidat Alassane Ouattara sur les plateaux ici lors de l'élection présidentielle. Vous le savez. Très bien, très bien. Merci. Alors, on va refermer cette allusion. Messieurs, on a besoin de parler du Bénin quand même. Il est 21h50. S'il vous plaît, des femmes très rapidement. Allez-y à la fin, Wakili, 30 secondes. Moi, Je vous donne plaidoyer. la parole. Les lois existent, c'est vrai, il y a des pesanteurs sociales, sociologiques. On a vu les débats qu'il y a eu sur la loi sur la famille avec l'égalité hommes et femmes sur les droits des parents. Mais la loi est passée quand même, malgré les résistances et les pesanteurs. Moi, je souhaite qu'il y ait plus de lois pour la parité. Actuellement, les 30% que l'on a, c'est sur les listes. Si ça y est au Pougon, il faut au moins 2 femmes. Je pense qu'il faut arriver à 50%, d'abord à 30% pour toutes les candidatures, liste ou pas liste. Quand un parti politique présente 255 candidatures, s'il a l'obligation d'avoir 30% de femmes, que ce soit sur liste ou pas, si les 30%, ça nous fait à peu près 90. Voilà, donc non, 80. Et si on met, il faut commencer cet par là. attelage à la Wakili pour susciter justement, comme le rappelait tout à l'heure le docteur Banga, et que malgré ça, on n'a pas de femmes. Il n'y a pas de législative, le parti qui n'a pas ça ne va pas au législatif. Si on commence les mesures, vous verrez les femmes sortiront. Les femmes vont sortir. Et les gens vont les trouver parce qu'elles insistent dans le parti. Elles font la cuisine. Et elles donnent des petites tâches. Si on met cette règle-là, les gens ne vont plus les mettre uniquement comme trésorières, comme chargées des mobilisations, ou bien les lanceuses, je ne sais pas de quoi, ou hôtesses. Elles sont dans les partis, elles existent. On ne va pas nous dire qu'elles refusent. Elles sont là. Souvent, elles ont le vrai pouvoir à côté des hommes. Mais elles ont le pouvoir, les femmes. Elles ont le pouvoir, mais les gens rechignent à les encourager à les lancer. Si on va d'abord à 30%, ensuite à 50%, vous verrez que ce sera fait. Mais si on compte sur les arrangements qu'on refuse ailleurs, là, si on compte sur les arrangements, sur la bonté des hommes, ça ne va pas marcher. Uniquement, ça ne marchera pas. Très bien. Parce que, bon, soit la femme est trop belle, il ne veut pas que sa femme fasse la politique, elle est trop intelligente, elle ne veut pas que tout le monde la voie. Et j'en connais sur ce plateau qui pensent